6h58 partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à chacun et à tous. Nous sommes le lundi 11 mai 2026 et voici Bonjour le Bénin. Le 11 mai est caractérisé par l'anniversaire de l'icône de la musique reggae Bob Marley. Et oui, et vous le savez très bien, les adeptes de cette musique, loin d'être une mode, restent pratiquement une philosophie. Et donc, il porte des dreadlocks, ces cheveux longs qui restent naturels ou parfois artificielle, mesdames, messieurs. Et donc, nous parlerons ce matin des dreadlocks qui caractérisent les reggaeman dont nous célébrons aujourd'hui donc l'anniversaire de décès de l'une des figures marquantes, Bob Marley. Loin des dreadlocks et des cheveux touffus et longs, nous parlerons de la vie de l'entreprise. Les entreprises dans l'espace OADA, comment est-ce que l'on pourrait assurer leur sécurité juridique et leur compétitivité? Et que fait justement l'organisation pour aider les entreprises? On en parlera dans Instant Politique ce matin. Mesdames, Messieurs, voici un peu l'ossature de cette émission Bonjour le Bénin de ce matin que nous ouvrons avec l'information. Et ça va être avec Génial Afouda Monsi Agboka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre ce bulletin avec ce congrès extraordinaire qui a réuni les membres du Parti Les Démocrates. Axé sur les réformes constitutionnelles, cette rencontre était un moment de réflexion et d'échange pour examiner les implications des récentes évolutions institutionnelles et surtout, dégager des propositions pour l'avenir démocratique du pays. Suivons plutôt. Nous devons prendre des décisions pour l'avenir de notre parti. Et c'est un moment solennel pour notre parti, les démocrates. Le parti rappelle qu'aucune démocratie moderne et équilibrée ne saurait prospérer sans une opposition crédible, structurée et responsable. Le parti Les Démocrates réaffirme solennellement son appartenance à l'opposition politique. Par ailleurs, fidèle à sa résolution en date du 22 mars 2026, le Parti Les Démocrates réaffirme sa disponibilité au dialogue politique avec le nouveau gouvernement dans le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de l'intérêt supérieur du peuple béninois. Loin de la scène politique, intéressons-nous à présent au Festival international des chevaux, un rendez-vous qui célèbre tout un héritage culturel en mouvement et ce, bien au-delà d'un animal. Ronald Robinson et Abdoulofou Idrissou nous en disent plus dans ce reportage. Regardez. Dans la cité des Kobourou, des bruits de sabots réveillent toute une mémoire. Une caravane équestre traverse la ville sous le regard admiratif des populations. Des cavaliers en tenue traditionnelle, des chevaux élégamment décorés et une animation culturelle qui annonce le Festival international des chevaux d'Oundouebou. Le cheval dans notre culture n'est pas qu'une simple monture. Il est le symbole de la bravoure, de la noblesse et du lien sacré entre l'homme et son histoire. Il est un symbole de noblesse, de puissance, de prestige et de royauté. Le cheval est ainsi lié intimement à l'identité culturelle Ouassangari. À travers cet événement, les organisateurs veulent valoriser l'héritage des peuples cavaliers du Nord Bénin et promouvoir le tourisme culturel. Le cheval est le symbole vivant de la bravoure, de la noblesse et de la dignité. Il incarne une part essentielle de notre histoire, de l'épopée prestigieuse de nos royaumes et constitue l'un des repères dans l'expression de nos traditions. Parade équestre, danse traditionnelle, prestations artistiques et louanges des griots rythment la cérémonie en présence des autorités et des têtes couronnées. Le cheval, au-delà de sa noblesse et de sa puissance, représente dans nos sociétés africaines un symbole de courage,
de discipline, de tradition et d'unité. Le cheval, c'est tout simplement un compagnon de tous les jours, un symbole de dignité, de courage, de maîtrise de soi. Partout où il y a considération au cheval, il y a création du métier lié au cheval. Au-delà du spectacle, le Festival international des chevaux veut transmettre cette tradition aux jeunes générations et inscrire Parakou parmi les grands rendez-vous culturels de la sous-région. La distinction des partenaires du festival en tant qu'ambassadeurs de Béné Massobou et la visite des stands viennent couronner ces manifestations. Entre affirmation de soi, identité culturelle et choix esthétique, le retour au naturel semble progressivement s'imposer comme une véritable tendance dans les cheveux. Longtemps défrisés ou cachés sous des perruques, les cheveux naturels séduisent de plus en plus de femmes béninoises. Le mouvement Napi Hair, qui valorise les cheveux crépus bouclés au naturel, gagne du terrain. Constat avec Amandine Aniabossou et Constantin Abou. Pendant des années, le cheveu lisse était la norme. Aujourd'hui, les mentalités évoluent et le retour au naturel devient un symbole de fierté. Crépus, bouclé, frisé, le naturel longtemps mis de côté séduit à nouveau. Le napi hair s'impose, porté par une génération en quête d'authenticité. J'ai commencé depuis 2 ans et puis j'aime mes cheveux naturels. Quand tu veux sortir, genre, tu ne veux pas te tresser, tu laisses tes cheveux en naturel et en napi, genre tu laisses ça en afro, puis tu sors et tu es naturel avec tes cheveux naturels. Tu te sens très belle avec cheveux naturels. J'ai remarqué que les produits, quand on met les produits dans les cheveux, comme on le dit habituellement chez nous ici, à chaque fois que ça touchait mon cuir chevelu, j'avais des brûlures. Et ça me faisait mal, il y avait des plaies. On m'a dit de tester les produits en carton et autres. J'ai testé, mais rien, il n'y avait pas eu d'amélioration. Ensuite, j'ai remarqué que mon gynécologue avait commencé par dire que ça pouvait avoir des incidences sur les myomes, les fibromes et autres. Donc tout ça fait que j'ai décidé de laisser. Ce retour au naturel et ce rejet des produits défrisants sont plus que de simples choix esthétiques. C'est une véritable déconstruction des idées reçues autour du cheveu crépus. Revenir aux cheveux naturels, ce n'est pas une question de mode, c'est beaucoup plus une question de santé et il faudrait que nous essayions de tout faire pour revenir tout doucement aux cheveux naturels. Il y a aussi le fait que c'est une question d'affirmation de soi, c'est une question d'héritage. Je pense que nos cheveux viennent de très loin et il faut pouvoir mettre ça en valeur, montrer au monde que ce n'est pas seulement les cheveux défrisés qui sont beaux, mais nos cheveux naturels sont aussi très beaux parce qu'ils sont versatiles et on peut les mettre sous toutes les formes aussi. Le retour au naturel a aussi créé des opportunités économiques. C'est un marché en pleine croissance. Aussi, adopter les cheveux naturels, c'est apprendre à les entretenir. Une démarche qui demande du temps, mais qui séduit de plus en plus. Le napi n'était pas aussi difficile que ça à entretenir. Donc, à part ça, avoir les bons gestes déjà. Et ensuite, j'ai remarqué qu'au niveau de mon cuir chevelu, je n'avais plus de brûlures. Il n'y avait plus de brûlures, il n'y avait plus de problèmes en tant que tel et tout. Et mes cheveux poussent normalement. C'est tout un processus en fait que nous mettons en place avant maintenant d'arriver à l'utilisation des produits, à la routine quotidienne, etc. Il faut toucher des professionnels qui vont vous guider pour que les cheveux crépus puissent être beaux, pour que la manipulation des cheveux crépus ne soit plus aussi frustrante. Quand vous avez des cheveux naturels, il suffit d'avoir une routine bien adaptée, de pouvoir de temps en temps mettre la main dans vos cheveux parce que c'est ce que je recommande à mes clientes. Appliquer des crèmes, toucher leurs cheveux, essayer d'étirer ça de temps en temps. Avec ça, tout doucement, elles arrivent à connaître leurs cheveux
et elles arrivent à faire de beaux afros et puis voilà. Sur les réseaux sociaux, des tutoriels encouragent ce retour au naturel. Pour de nombreuses personnes, choisir de porter ses cheveux au naturel est un acte symbolique, un geste de réappropriation identitaire. Et parmi les options de coiffure qu'offrent les cheveux nappies, les dreadlocks. Jeunes hommes comme jeunes femmes y trouvent tous un intérêt particulier. Mais derrière le style, les dreads exigent une technique précise et un entretien rigoureux. Alors, comment naissent réellement les dreadlocks et surtout, quel est le guide d'entretien? Élément de réponse dans ce reportage signé Benjamin Dedagnon et Karamatou Aguatao. Roméo, jeune béninois de 34 ans, porte des dreads depuis plus de 5 ans. Un choix capillaire qu'il assume. Pour lui, les dreads ne sont pas forcément liés au mouvement Rastafari, mais relèvent avant tout d'un style et d'une identité. C'est vrai que je me rappelle la première fois que j'ai fait mes locks, je suis venu au Bénin voir ma mère, donc il m'a toujours vu avec des cheveux coiffés. C'est le premier truc qu'elle m'a dit, maintenant tu es devenu jamaïcain. Ah, pas du tout, je reste un béninois. Pour moi, les cheveux, ça fait partie aussi d'un attribut naturel. Je voulais surtout voir si mes cheveux pouvaient s'allonger. Parce qu'en vivant en Europe, je voyais des hommes blancs qui portaient des cheveux longs et je me disais souvent pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas en avoir. Dans son salon, Moudachiro manipule les dreads. Il a su faire évoluer son savoir-faire avec les tendances actuelles. Il faut que les cheveux soient bien crépus. La première des choses, c'est ça qu'on étudie. Il faut que les cheveux soient à un niveau pour tenir à bien former. Former des dreadlocks ne se fait pas en quelques heures. Il faut du temps, parfois plusieurs mois, voire des années, pour obtenir des cheveux bien enroulés. En vrai, au début, mes locks, c'était juste un petit truc comme ça. C'était ridicule sur ma tête. J'avais même du mal. Et ça, il faut le dire à tous ceux qui veulent démarrer les locks. Au début, ça ne ressemble à rien du tout. On a des cheveux de... c'est comme les poils de rat. Moi, j'appelais ça. C'est pas du tout beau à voir. Et avec le temps, on gagne en longueur, on gagne très très vite en longueur. À base de resserrage, que ça fait que ces tailles-là sont là. Porter des dreads exige un entretien régulier. Le resserrage permet non seulement de maintenir les locks bien définis, il permet aussi d'éviter l'entremêlement à la racine. Quant au lavage, il reste une étape essentielle. J'aime que mes cheveux sentent bon, donc le seul entretien, je pense que c'est même pas nécessaire en vrai, mais moi je les lave souvent, surtout quand mes cheveux sont exposés à la chaleur pour éviter qu'il y ait une odeur qui en sorte, parce que du coup, c'est un peu ce que tout le monde fait naturellement, donc c'est rien d'exceptionnel, c'est juste de les laver et après je les entretiens, je les hydrate un peu avec de l'eau et un peu de l'huile de ricin mélangée. Les dreadlocks suivent aujourd'hui les tendances à la mode, couleur, taille, forme, chacun personnalise ses dreads selon son style et sa personnalité. Allez, on change de registre, on met le cap sur l'Institut français du Bénin où une expo photo bouscule les regards. Les œuvres ne se contentent pas d'être admirées, elles interrogent et révèlent que la science se cache aussi dans les gestes du quotidien, voire même les traditions les plus familières. Au vernissage, Christelle Tongodo, Mariano Gankou. Sous les regards admiratifs des visiteurs, ce vernissage met en lumière les liens entre art, tradition et savoir du quotidien. Parmi les œuvres exposées, une photographie met en scène une femme en pleine préparation du fromage local. Au-delà du geste traditionnel, l'artiste souligne toute la dimension scientifique présente dans ce savoir-faire transmis de génération en génération. Et sur ma photo, vous allez voir la maman tenant une passoire dans sa main. On voit de la vapeur qui sort de la marmite. Donc c'est le phénomène de la thermodynamique. Donc c'est ce rapport que j'ai essayé de faire entre le thème et ma photo. Un autre cliché attire également l'attention du public, celui d'un puits traditionnel. À travers cette œuvre, l'artiste invite à réfléchir sur l'ingéniosité et les connaissances techniques cachées derrière ces infrastructures ancestrales, souvent banalisées. D'abord, il y a la structure, les deux poteaux et puis la barre. Ça, c'est du génie civil. C'est ça qui tient le puits en état. Et puis, malgré les aléas de la nature, ce puits peut tenir pendant des années. Et puis, nous avons la poulie. Ça, c'est du mécanique. Ça réduit l'effort de l'humain.
grâce à la rotation. Imaginez un instant si on devait tirer verticalement pour avoir de l'eau, l'homme se fatiguerait. Dans une approche plus symbolique, une création autour du phare questionne le chapelet divinatoire composé de plusieurs objets. Le chapelet divinatoire du phare nous permet d'avoir 256 possibilités, d'où nos 256 signes du phare. J'ai vu de très belles œuvres, des photos qui n'ont même pas première vue l'air d'avoir un rapport avec la science. Et quand les exposants prennent le temps d'expliquer, on se rend compte qu'en fait, dans tout ce qu'on fait au quotidien, il y a la science derrière. À travers cette exposition, les artistes veulent rappeler que la science n'est pas une réalité lointaine réservée au laboratoire. Elle vit aussi dans les pratiques locales, les objets du quotidien et les échanges humains. Elles l'ont fait. Les Amazones U20 du Bénin ont écrit l'une des plus belles pages du football féminin national dans un stade de Kégué en ébullition à Lomé. Face aux éléphants de Côte d'Ivoire, les jeunes béninoises n'ont pas tremblé. Bien au contraire, elles ont dompté leurs adversaires avec un score de 4-1. Une démonstration de force et au bout, une qualification historique pour la Coupe du monde féminine U20 2026. Retour ici sur une soirée de gloire qui fait vibrer tout un peuple. C'est avec Blaise Adam pour regarder. Coupe du monde féminine U20 de la FIFA Pologne 2026, les Amazones du Bénin y seront. Au stade de Kégué, les Béninoises ont validé avec autorité leur billet pour le mondial au terme de la manche retour du 4e et dernier tour des éliminatoires face à la Côte d'Ivoire. En position favorable après le match nul décroché à Ebimpe, un partout, les joueuses de Ouzérou Abdoulaye n'ont laissé place à aucun doute. Dès la 17e minute, Ossane Soukou ouvre le festival offensif. Bien servi par Romaine Gandonou, l'attaquante béninoise conclut parfaitement son action. Sa reprise termine au fond des filets. Bénin 1, Côte d'Ivoire 0. Un premier but historique pour Ossane Soukou sur les couleurs nationales. Puis vient le moment de la céréale buteuse béninoise. À la 32e minute, Romaine Gandonou frappe encore. D'une lourde tentative lointaine, la meilleure buteuse de cette campagne africaine fait le break. Le Bénin mène 2-0 et se rapproche un peu plus de la Pologne. Mais les Amazones ne s'arrêtent pas là. Juste avant la pause, Germaine Ronfort inscrit à son tour son nom au tableau d'affichage. À la 44e minute, elle propulse le Bénin vers le rêve mondial. À la mi-temps, les Amazones dominent totalement les débats 3-0. Score cumulé 4-1 pour le Bénin. Au retour des vestiaires, les Ivoiriennes réduisent le score sans toutefois faire trembler les Béninoises. Car encore une fois, Romaine Gandonou va parler. À la 69e minute, elle signe un doublé et éteint définitivement les derniers espoirs ivoiriens. Sur l'ensemble des deux rencontres, le Bénin va s'imposer 5-2. Au coup de sifflet final, l'explosion de joie est immense. C'est un rêve qui devient réalité, parce que c'est vrai, il n'y en a pas de certitude. Mais moi, je le sentais quand même. Je le sentais depuis des années, j'ai dit, si on reste sérieux, on va pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on a eu cette opportunité, il faut en profiter. Les émotions sont énormes. C'est une formation et c'est une promesse qu'on avait faite et on a tenu notre promesse. On peut remercier le gouvernement du Bénin qui a donné ce qu'il faut pour réussir la formation des jeunes, la formation à la base. Et c'est le fruit d'une formation à long terme qui donne aujourd'hui. Nous remercions le chef de l'État et cette victoire est pour le président Patrice Talon. Le Bénin décroche avec maîtrise sa qualification pour la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. Une première historique pour le football féminin béninois.
Voilà, magnifique performance. L'actualité sportive, c'est aussi la fin des phases de groupe de la Ligue professionnelle de rink hockey au Bénin. La compétition est organisée par le centre EIA samedi. Grand rendez-vous décisif pour établir le classement final avant les play-offs prévus les 16 et 17 mai prochains. Le point, ce sera avec Macléod Adam Oussori et Fifame Ataledi Okoundé. 6 buts à 3, c'est le score de la victoire de la team Nobila Assurance face à la formation de Star Track à l'occasion de ce week-end ultime des phases de groupe de ce championnat de rink hockey 2026. Allez, on va suivre cette offensive à Mélébar. Une rencontre pourtant loin d'être facile pour le leader de la poule. La première période s'est achevée sur un score de parité, 0 but partout, preuve de l'intensité des débats. Star Track, dernier au classement, a opposé une belle résistance. Au retour des vestiaires, Mohamed Taïrou ouvre le score pour Star Track avant de signer un triplé dans cette partie. Après cette ouverture du score, Nobila Assurance réagit rapidement grâce à Jacob Agossou. Kokam Kamchwang inscrit ensuite un doublé, tandis que Immaculé Zissou, Merveille à Tinopo et Jules Tété trouvent également le chemin des filets. Une démonstration offensive qui permet à Nobila Assurance de s'imposer sur le score de 6 buts à 3. On faisait les passes, on défendait, on marquait des buts. Je pense que Nobila a les capacités de remporter ce championnat. Déjà, le fait qu'on ait terminé premier de la première phase, ça montre qu'on a une équipe qui est complète, qui est à la hauteur. Tous les joueurs de l'équipe ont marqué, donc c'est aussi la preuve qu'on a une équipe qui est homogène. Le match était très dur, nos adversaires étaient très forts. Malheureusement, on a perdu le match 6-3. Je suis quand même un peu content parce que c'est moi qui ai marqué les 3 buts. Dans la deuxième affiche, la team EU Motors affronte la BIC. EU Motors a finalement pris le dessus sur le score de 3 buts à 2. Au classement, la BIC occupe l'avant-dernière place avec 4 points, tandis que Star Track ferme la marche avec un seul point. Allez, c'est parti. Cap à présent sur le week-end prochain pour les play-offs où les équipes devront se disputer le titre de champion. Les demi-finales se joueront le samedi 16 mai et la grande finale le dimanche 17 mai 2026. Et voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin. On espère que vous avez apprécié. Rendez-vous demain. Alain, c'est à vous. Allez, merci à vous. Bonne suite de journée. Génial. Bonne suite à vous sur le plateau. Demain. Voilà, demain. Allez, merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, cette émission va se poursuivre après les informations. Cap sur la première rubrique. Voici Instant Politique. Dans la vie des entreprises, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis à relever et dans l'espace OADA, comment peut-on assurer la compétitivité et la sécurité juridique des entreprises? Nous allons en parler ce matin avec une voix, je dirais, bien autorisée pour nous expliquer un peu ce que l'on comprend par le droit OADA, les implications, comment est-ce que l'OADA justement arrive à soutenir les entreprises dans leurs différents défis. On en parle avec Karel Dogué. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir, c'est moi. Vous êtes le directeur général de l'École régionale supérieure de magistrature ERSUMA, une école mise en place par les États membres de l'OADA. Mais avant d'arriver à parler de votre école, Monsieur Dogué, dites-nous, quand on parle de droit OADA, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Alors, le droit OADA, c'est le droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est un ensemble de règles qui ont été adoptées par 17 États et qui régit le droit des affaires. Ça régit tout ce qui est en lien avec l'économique, avec l'entreprise. Nous avons depuis les règles du commerçant qui fait du détail jusqu'aux grandes entreprises multinationales qui investissent, en passant par, bien entendu, les difficultés que peuvent rencontrer une entreprise, ainsi que le règlement du contentieux, que ce soit par la voie de la justice classique,
comme la voie de la justice amiable, qu'est la médiation ou encore l'arbitrage. Et donc, toute la vie de l'entreprise, de sa naissance jusqu'à sa mort, mais nous préférons sa vie, est bien entendu couverte par l'OHADA. Alors, mais quand on parle du droit des affaires OHADA, quelles sont ses implications notoires dans la vie des entreprises publiques comme privées? Il n'y a absolument rien qui se fasse dans les 17 États sans le droit OHADA. Parce que quand vous voulez créer votre entreprise et que vous avez l'idée d'entreprise, vous irez dans un centre ou à un guichet où vous allez utiliser le droit OHADA pour créer votre entreprise. Quand vous allez vouloir gérer l'entreprise, la forme que vous allez utiliser, c'est l'OHADA qui le prévoit. Les personnes avec qui vous allez vous associer, ou même si vous êtes individuellement dans le portage de votre projet, vous allez utiliser le droit OHADA. Et donc, le droit OHADA aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais si on le supprimait, nous pourrions difficilement repartir dans il y a 30 ans, où nous avions tout un foisonnement de règles diverses et variées qui n'étaient pas modernes, qui n'étaient pas attractives et qui ne permettaient pas de faciliter les investissements, de recevoir les flux économiques. Et donc aujourd'hui, sans le droit OHADA, on peut dire que nos activités seraient bien mal. Alors, quand on parle du droit OHADA, vous en faites littéralement la promotion, mais que pensez-vous de ceux qui estiment que le droit OHADA limite les entreprises dans leur envergure, dans leur déploiement? Alors, c'est une vue tellement oblitérée de la réalité qu'on se demanderait qui sont ceux qui pensent que le droit OHADA limite aujourd'hui la vie des activités entrepreneuriales. Parce qu'en réalité, si vous vous projetez 30 ans avant cela, lorsque vous êtes un investisseur ou que vous êtes même un opérateur économique et que vous souhaitez investir au Bénin et au Togo, notre voisin, ou encore au Bénin et au Burkina, vous allez devoir aller rechercher les règles qui s'appliquent au Bénin, les règles qui s'appliquent au Togo, les règles qui s'appliquent au Burkina, et vous aurez 3 avocats qui vont vous conseiller dans chacun de ces pays. Aujourd'hui, avec l'OHADA, vous pouvez créer une seule entreprise avec la même règle de droit, et c'est seulement les spécificités fiscales, par exemple, qui vont s'appliquer à vous dans chacun de ces États. Et vous ne serez pas contraint d'aller chercher 3 avocats, vous irez chercher un seul avocat qui pourra vous accompagner, un seul expert comptable qui pourra vous accompagner. Et donc, rien que sur cet exemple, 3 pays-là, dans les 17 États, je n'ai donné que les exemples de 2 pays limitrophes du Bénin. Mais en réalité, la même règle s'applique du Bénin en Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Tchad, en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau, aux Comores, et j'en passe. Et donc, dans les 17 États, c'est la même règle qui s'applique. À partir de ce moment, vous avez une idée de projet, vous l'avez réalisé au Bénin, vous voulez dupliquer dans les 16 autres États, vous avez la même règle qui s'applique. Et donc, c'est un facilitateur. Et c'est en cela que le droit OHADA aujourd'hui, en termes d'indicateurs chiffrés, dans les rapports d'une business et aujourd'hui dans les rapports BIRIDI, sont des indicateurs qui démontrent que les pays qui ont adopté le droit OHADA ont une facilité meilleure à faire les affaires. La création, la gestion, les difficultés, le règlement des différends sont autant de critères qui ont permis à ces pays de monter dans la gradation, dans l'échelle des pays qui font mieux et facilitent la vie des affaires aux entrepreneurs. Alors, donc, sans aucun doute, le droit OHADA contribue à la sécurité des opérations économiques. Alors, à vous entendre, Karel Osiris Dogué, tout est bien dans le meilleur du monde de l'OHADA, mais est-ce qu'il n'y a pas d'obstacles principaux que rencontrent quand même des entreprises dans l'application du droit OHADA? Et c'est justement là toute la raison d'être de l'École régionale supérieure de la magistrature de l'OHADA. C'est en réalité l'école de droit des affaires de l'OHADA. Parce que le nom magistrature est trompeur. L'école de droit des affaires de l'OHADA a pour but de permettre la dissémination de la règle de droit, aussi bien aux acteurs de dernier niveau qu'aux acteurs qui sont ceux qui pratiquent et appliquent le droit, les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les experts comptables, les contrôleurs, etc. Et donc, si l'école de droit des affaires, l'ERSUMA, n'existait pas, en réalité, le droit OHADA ne serait pas bien connu et ne pourrait pas être effectif et ainsi son impact souhaité serait amoindri. Nous mentirons si nous disions qu'il n'y avait pas de difficultés. Et vous êtes revenu à foison là-dessus. Il y a des difficultés, mais ces difficultés sont surtout relatives à la mobilisation
des ressources qui devraient permettre de mieux atteindre les objectifs de l'école de droit des affaires, l'ERSUMA de l'OHADA. Nous avons, par exemple, lancé des programmes de certification en gouvernance d'entreprise. Justement, j'allais vous poser la question, on embraye dessus. Alors, quand on parle de l'ERSUMA, quand on parle de cet instrument mis à la disposition des entreprises par les États membres, quel est l'accompagnement, sinon quels sont les accompagnements que vous faites à l'endroit des entreprises béninoises en particulier, d'abord je suis béninois, et africaines en général, pour les porter, pour les amener à être des structures viables, vivables et pérennes dans notre pays? Nous sommes une entité qui accompagne les entreprises au quotidien. Nous avons de manière concrète toute une panoplie de services à forte valeur ajoutée, à forte valeur économique. Quand vous prenez le centre de formation de l'ERSUMA, le centre de formation de l'école de droit des affaires de l'OHADA, offre des activités de renforcement de capacité qui permettent de mieux maîtriser la règle et de la rendre effective. Donc l'opérationnalisation du droit OHADA est facilitée par l'ERSUMA. Les avocats, les magistrats sont formés par l'ERSUMA. Mais au-delà de ce volet de renforcement de capacité, nous avons un volet de consultation juridique que nous offrons aux services, aux entreprises et aux États. Et donc, lorsque la règle de droit n'est pas assez claire et qu'on a besoin de clarification, nous sommes disposés à offrir ce service. Nous avons également un centre de recherche. Et là, nous allons vers le secteur universitaire, nous allons vers les chercheurs, où nous permettons, depuis les étudiants jusqu'aux enseignants et même les professionnels qui ont des sujets pratiques, nous leur offrons un cadre pour pouvoir faire de la recherche appliquée comme de la recherche fondamentale. Vous avez le centre de droit des affaires le plus fourni en matière de documentation à l'échelle internationale, j'insiste, parce que nous n'avons pas un centre qui ait plus de documents OHADA que le nôtre à Porto Novo, ici au Bénin. Et justement, il faut rappeler que cette école est au Bénin. À Porto Novo. Son siège est depuis 1998 à Porto Novo. Et donc, nous avons ce centre de recherche qui permet justement de faire de la recherche. Et les gens quittent la plupart des continents pour venir faire de la recherche chez nous. Nous avons également un centre de traduction qui permet à tout opérateur qui est bissau-guinéen ou équato-guinéen, qui parle espagnol ou portugais, qui parle anglais, de pouvoir traduire des documents qui sont assermentés et reconnus devant les juridictions étatiques. Ça veut dire que quand vous avez une traduction qui est faite par le centre de traduction de l'ERSUMA, vous pouvez le produire en justice, vous pouvez le produire en arbitrage, etc. Nous avons également d'autres services, notamment nous faisons de l'édition juridique. Donc, la production d'ouvrages, la production de documents de recherche, nous les éditons. Ce sont autant de services que nous produisons, mais notre valeur ajoutée principale, c'est que aujourd'hui, grâce à la digitalisation, nous avons réussi à lancer des certifications en ligne qui permettent à tout acteur, et nous avons des acteurs du continent américain, du continent asiatique, nous avons des acteurs de l'Europe, qui s'inscrivent à nos certifications à distance pour suivre des activités de renforcement pratique de leurs capacités en ligne. Certification en arbitrage, certification en médiation, certification en gouvernance d'entreprise, certification en recouvrement de créances. Et on sait que beaucoup d'entreprises meurent parce qu'elles n'arrivent pas à recouvrer leurs créances, etc. Nous avons aussi des manifestations scientifiques que nous faisons. Et dans bientôt 8 jours, à Lomé, à Sarakawa, nous avons un forum des professionnels du droit et du chiffre qui va porter sur les techniques contractuelles d'affaires. Avant de revenir à cela, dans un contexte, prenons le Bénin par exemple, où le gouvernement travaille et incite les jeunes à aller dans les affaires, à créer des entreprises, puisque l'État a mis des conditions pour qu'aujourd'hui, en 48 heures maximum, même en une journée, vous pouvez créer votre entreprise. Tout à fait. Alors, le jeune qui nous écoute en ce moment, M. Dogué, et qui a envie de créer son entreprise et de la voir prospérer, continuer après lui, quel accompagnement votre institution, l'OHADA, en général, et l'école que vous dirigez peut lui apporter? Alors, de manière concrète, dans la phase de son projet, il peut saisir l'ERSUMA pour avoir des conseils sur la règle de droit qu'il ne comprend pas.
Il aura donc un accompagnement qui peut lui permettre de mieux cerner certains contours de son projet sous l'angle, bien entendu, juridique. Il peut également, pour ses collaborateurs, offrir des activités de renforcement de capacité. Nous faisons des conférences gratuites. Nous en avons une dizaine chaque année qui ne portent que sur des thèmes du droit des affaires. Gratuites, vous avez? Gratuites, j'ai bien dit. Qui sont en ligne. Vous vous inscrivez gratuitement, vous suivez gratuitement durant toute la durée de l'activité et vous pouvez, à l'issue, demander une attestation ou un certificat selon le cas, qui, cette fois-ci, est payante parce que vous voulez valoriser le savoir que vous avez acquis. Mais le savoir est gratuit au niveau de ces conférences-là. Et donc, il peut inscrire tous ses collaborateurs, tous ses employés à ces conférences pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités et pouvoir mieux l'accompagner dans son processus. Après, s'il a des difficultés dans son entreprise et qu'il recherche un accompagnement pour pouvoir passer cette étape, je donne un simple exemple. Oui. Nous avons une formation sur le capital investissement et les difficultés des entreprises et donc la façon de lever des capitaux privés pour aller renforcer son activité. Nous apprenons à un entrepreneur comment le faire. Ce n'est qu'un exemple qui est une activité qui aura lieu au mois de juillet et qui est utile pour les entrepreneurs. Et également dans la phase, j'allais dire, où il souhaite mieux protéger ses actifs, nous pouvons également faire un accompagnement en termes des professionnels les plus indiqués pour l'accompagner. Parce que l'ERSUMA a un pipeline de professionnels du droit et du chiffre dans les 17 États. Et que ce soit au Bénin ou dans les 16 autres États, nous pouvons lui référencer les meilleurs professionnels à travers l'annuaire des professionnels du droit et du chiffre de l'OHADA. Un Béninois qui se retrouve par exemple aux Comores et qui crée une entreprise peut compter sur vous pour l'accompagner. Tout à fait, pour lui suggérer les meilleures options, les meilleurs professionnels, les meilleurs experts capables de l'accompagner dans toutes les phases de sa vie entrepreneuriale. Eh bien, M. Dogué, dites-nous, il y a une difficulté, moi j'appelle ça une difficulté, une situation à laquelle les entreprises parfois sont confrontées. Je vous donne un schéma. Prenons la SRTB comme entreprise. Moi, je suis dans le département rédaction. Nous avons besoin, par exemple, de 20 véhicules. L'État n'est pas encore prêt à nous accompagner, d'autres priorités étant sur la table. Une entreprise décide de nous fournir, de nous donner 20 voitures. Et nous, en retour, on n'a pas l'argent pour payer tout de suite, mais on veut lui offrir, par exemple, la publicité, ce qu'on appelle échange marchandises. Quand cette situation arrive, on dit parfois que le droit OHADA ne le permet pas. Qu'en est-il réellement, puisque vous êtes sur ce plateau? Éclairez-nous. Alors, comment peut-on dire que le droit OHADA ne le permet pas, alors même que tout ce qui régit justement les garanties qui vont permettre de pouvoir faciliter cette opération de mise à disposition des véhicules sont régies par l'acte uniforme portant organisation des sûretés, qui prévoit le cadre des différentes garanties que vous, SRTB, pouvez apporter à cet opérateur qui veut vous mettre les véhicules à disposition. Vous avez du matériel de radiodiffusion qui a une valeur qui peut être mise en garantie pour permettre de mettre ces véhicules à disposition et vous allez payer. Ce n'est qu'un exemple. Comment peut-on dire que le droit OHADA ne permet pas cette opération alors même que l'entreprise qui est en train de vouloir vous mettre les véhicules à disposition est régie par le droit OHADA au Bénin et le droit interne qui lui permet justement de pouvoir recevoir des fournisseurs, et c'est le droit commercial général qui lui permet de recevoir ces véhicules de ses fournisseurs, de les payer. C'est le droit de l'OHADA. Les deux sociétés, lorsqu'elles se mettent ensemble, SRTV et l'entreprise en question, sont régies pour l'une lorsqu'elle est commerciale par le droit OHADA et l'autre, la SRTV, peut-être par le texte portant attribution, organisation et fonctionnement de la société. Et donc, il y a en réalité, et c'est là la problématique fondamentale, les acteurs ne maîtrisent pas les règles qui leur permettent de mieux se mouvoir dans l'écosystème économique. Et c'est ça l'objectif de l'ERSUMA, mieux rendre disponible cette règle de droit. Et donc, sur l'opération que vous indiquez, le droit OHADA encadre cette opération depuis la fourniture des véhicules qui est régie par le droit commercial général, depuis la vie de ces deux entreprises qui est régie par le droit des sociétés, les garanties qui seront fournies. Maintenant, l'opération de marché public, c'est le Code des marchés publics du Bénin. Et le Code des marchés publics du Bénin prévoit les règles pour pouvoir passer
le marché ou faire les opérations irrelatives. Oui, mais dans le cas où, par exemple, c'est un individu, une bonne volonté qui dit, ben, moi j'ai une petite entreprise, une entreprise unipersonnelle par exemple, mais je décide par exemple de mettre une 4x4 ou bien deux 4x4 à votre disposition. En retour, vous n'avez pas l'argent pour payer, mais vous me faites de la publicité. Ce cas pratique, par exemple, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, vous savez, le droit WADA régit également les entités à but non lucratif, les ONG, les associations. Toute la comptabilité qui est relative aux ONG, aux associations, aux entités religieuses, etc., même relève du droit WADA. À partir de ce moment, vous voyez très bien que le droit WADA est dans la vie même de la donation. Par contre, l'opération de donation en elle-même n'est pas régie par le droit WADA parce que c'est du droit civil. C'est un acte de libéralité qui est régi par d'autres textes que chacun des États organise. Parce que le WADA ne régit pas tout ce qui n'est pas en lien avec le droit des affaires. Le temps nous tacle. Monsieur Dogué, dites-nous, dans un pays où pendant 10 ans on a porté des réformes, je suis sûr qu'au niveau de l'ERSUMA et au niveau de l'OADA, il y a des innovations, des réformes que vous entendez porter. Lesquelles pourraient, de quelles réformes pourrait-il s'agir, par exemple? Alors, aujourd'hui, au-delà des activités que nous lançons, et notamment des forums comme le Forum international des professionnels du droit et du chiffre que nous portons et qui, à Lomé du 20 au 23, portera sur les techniques contractuelles d'affaires, nous avons également des programmes de certification en ligne, mais la réforme majeure qui est inscrite dans le plan stratégique de l'ERSUMA pour les 5 prochaines années, c'est une réforme qui visera, tout en maintenant le service public, à créer un centre qui permettra de valoriser le potentiel économique de l'OADA à travers l'École régionale supérieure de la magistrature. Nous aurons donc un pôle de centre de valorisation économique qui permettra, et d'intelligence juridique qui permettra d'accompagner les entreprises avec des services à valeur ajoutée. C'est quelque chose qui n'existait pas parce que même à travers la dénomination de l'école, les gens pensaient que c'était uniquement les magistrats que nous formions. Tout à fait. Mais il est important... Alors que vous êtes en plein dans le monde des affaires. En plein dans le monde des affaires. Tout en maintenant l'objectif de service public. Nous ne recherchons pas prioritairement le bénéfice. Le lucratif n'est pas l'objectif de l'ERSUMA. Mais il est nécessaire de pouvoir avoir ce volet lucratif pour mieux accompagner le service public. Et c'est là l'une des réformes majeures que nous envisageons. Et ces réformes-là sont possibles parce que nous organisons justement des activités payantes qui nous permettent de pouvoir réaliser ce que nous entrevoyons. Et c'est le cas des techniques contractuelles d'affaires qui regrouperont tous les professionnels du droit et du chiffre de l'Afrique autour justement de la souveraineté contractuelle de notre continent. Vous savez que quand un opérateur économique vient investir en Afrique, nous avons généralement des modèles qui nous viennent d'ailleurs. Nous voulons réfléchir à comment l'opérateur économique béninois aura des réalités contractuelles qui seront propres à son vécu quotidien. Et c'est ça qui va nous occuper du 20 au 23 mai à Lomé, l'hôtel Sarakawa, pour pouvoir discuter avec tout cela. Franchement, merci pour tout ce que vous faites pour les entreprises africaines et béninoises. Votre mot de la fin, M. Karel Osiris Dogué. L'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, l'ERSUMA, l'école de droit des affaires, est méconnue. Son potentiel est minoré. Je voudrais inviter tous les téléspectateurs de la SRTV et du Bénin et des 17 États à pouvoir mieux se rapprocher de nous. Nous avons la main tendue vers eux afin de leur offrir de meilleurs services à valeur ajoutée. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre plateau. Je peux vous assurer de quelque chose. Monsieur Dogué, ici, c'est votre maison. Merci. Revenez ici comme vous voulez, quand vous voulez, et nous allons faire toute la lumière sur cette institution qui est à la disposition des Béninois, qui est à la disposition des entrepreneurs et entreprises béninoises et africaines pour pouvoir porter davantage le Bénin. Je vous prends au mot. Merci, je reviendrai. Allez, merci beaucoup. Beaucoup d'événements à la une cette semaine et ce jour. Eh bien, c'est Patrick Dessous qui en assure la chronique. Voici le tapis qu'il installe. Patrick Dessous est déjà à mes côtés. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sotoumé.
comment ça va? Ça va, on rend grâce à Dieu qui nous a gardés en vie et qui nous gardera toujours en vie parce que c'est un contrat qu'on a signé. Tout à fait. Alors, Patrick, pour commencer, vous avez décidé de nous parler des événements qui ont lieu pendant ce mois de mai. Oui, on va parler des événements qui ont lieu pendant ce mois de mai et on va venir sur un événement, l'événement de ce jour, 11 mai. Et l'événement va nous permettre de recevoir, nous sommes avec 2 invités, on va parler avec eux. Mais on part d'abord pour le mois de mai. Qu'est-ce que le mois de mai nous réserve? Ça a commencé déjà depuis le 1er mai, mais on suit ce qui suit. Le mois de mai compte 31 jours. Mai 2026 commence un vendredi férié et se termine un dimanche, avec des jours sacrés et des jours consacrés, ce qui rend la planification des congés spécialement favorable. Déjà, le vendredi 1er mai 2026, fête du travail et journée internationale consacrée aux travailleurs. Ce 1er mai 2026, qui tombe un vendredi, offre un jour férié chômé qui ouvre un week-end prolongé. Dimanche 3 mai 2026, journée mondiale de la liberté de la presse, qui tombe un dimanche, jour de repos et de repas. Et pour bien manger, il faut prendre soin de ses mains. Et le mardi 5 mai 2026 est la journée mondiale de l'hygiène des mains, à ne pas confondre avec la journée mondiale du lavage des mains, qui a lieu le 15 octobre de chaque année. Des mains lavées, sautons pour atterrir sur les cheveux, lavés ou non lavés, les dreadlocks. Le lundi 11 mai 2026, c'est la journée du Rastafari, en souvenir du décès de Bob Marley, le chef Rastafari. Une journée consacrée par les étudiants béninois à la lutte contre le tabac. Mais la journée mondiale anti-tabac est programmée par l'ONU pour le 31 mai et la journée du reggae est pour le 1er juillet. Le jeudi 14 mai 2026, fête de l'Ascension, une fête religieuse chrétienne célébrant l'Ascension de Jésus-Christ, un jour férié au Bénin. L'Ascension, c'est 40 jours après la Pâque. Et si la date de la Pâque varie, celle de l'Ascension change aussi. Juste non changeant, la Pâque tombe toujours sur un dimanche, l'Ascension tombe toujours sur un jeudi. Ascension, la montée du Christ, à ne pas confondre avec Assomption, l'enlèvement de la Vierge Marie, qui est fêté chaque 15 août. L'Ascension, toujours un jeudi, permet également de créer un pont vers un week-end prolongé. Si un patron d'entreprise privée, semi-public ou public, libère le vendredi. Dimanche 24 mai 2026, fête de la Pentecôte, une fête religieuse commémorant la descente du Saint-Esprit sur les fidèles. Pentecôte, c'est 10 jours après Ascension, donc 50 jours après Pâques. La fête de Pentecôte est aussi consacrée à grand propos à la fête identitaire Novicha, jour de brunch, de repos, de repas et de repis. Mais au Bénin, pas de repis ce jour, puisque ce jour est consacré à l'investiture du nouveau président élu, Romuald Mouadani. On pourra se reposer le lundi 25 mai 2026, lundi de Pentecôte, jour férié chrétien, donnant droit à un week-end prolongé aussi. Mercredi 27 mai 2026, si cela se confirme, Aïd el-Kébir, la Tabaski, l'une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane, aussi appelée Aïd al-Adha, elle commémore la force de la foi d'Ibrahim envers Allah. La date de la Tabaski varie chaque année en fonction du calendrier lunaire islamique. Et au Bénin, c'est aussi l'un des jours fériés du mois de mai. Dimanche 31 mai 2026, journée anti-tabac. Et ce même dimanche 31 mai 2026, c'est la fête des mères. En entendant la fête des pères, ce mois de mai 2026 s'achève donc par cette fête des mères, un mois de mai consacré à la Vierge Marie selon la religion chrétienne catholique. Bon mois de dévotion mariale et maternelle à toutes et à tous.
Des événements, je dirais, incontournables, hein, oui, Patrick Dossou. Tout est programmé et pour que nous puissions avoir un mois qui soit un mois de dévotion, un mois consacré à la Vierge Marie selon la religion catholique, mais un mois consacré à ce que moi j'appelle un petit bout de repos, parce qu'avec les jours fériés qu'il y a, c'est heureux. Le mois de mai. Il y en a tellement, hein. C'est presque une semaine de repos. Oui, hein. c'est presque une semaine de repos. D'accord. Alors, après, on a atterri à ce jour, le 11 mai. Et le 11 mai, c'est la journée mondiale du Rastafari. Bon, pour prononcer comme les Anglais, ou Rastafari comme les Français. J'aime bien cette foi Rastafari parce que je l'applique sans être de Rastafari. Oui, ben, je ne bois pas, je ne fume pas. Bon, tu aimes ton prochain. J'aime mon prochain, oui, et puis voilà. Allez, Patrick Dossou, quand on parle de reggae, quand on parle du 11 mai, quand on parle de Rastafari, ce n'est jamais loin de la musique de toutes les façons. Oui. Alors, il y aura une soirée. D'abord, ce soir, il y a à l'UAC, Université d'Abo et Calavi, une soirée dédiée au reggae, comme d'habitude le 11 mai. Et les étudiants, c'est une tradition, c'est une tradition désormais. Les étudiants, depuis quelque temps, ont décidé de consacrer la journée à la lutte contre le ganja, enfin contre tout ce qui est à fumer. Et de l'autre côté, c'est pas l'autre côté plus loin, mais un côté plus proche de nous, le centre Africa Sound City. Et dans ce centre de Djababa, cette soirée sera consacrée au reggae. On a avec nous ceux qui vont participer, le groupe central pour jouer ce soir. Il y a un bassiste qui est avec nous, il y a une chanteuse qui est avec nous. La chanteuse, c'est Bernice. Son nom d'artiste, c'est Singan. Tout à fait. Singan. Singan. Oui. C'est quoi Bernice Oussou. Oui. C'est bien ça. À l'état civil. D'accord. Ludmila, Ursula, Ludmila, Bernice Oussou, à l'état civil. Oui. Et on a Daniel qui est basse. C'est bass profiler, non? Bass preacher. Ah, preacher, pas profiler. C'est un prédicateur de la basse. Oui, un prédicateur de la basse. Littéralement traduit. Oui. Il prêche avec la basse. Oui. Alors, en prêchant avec la guitare basse, c'est venu d'où, cette idée de prêcher avec la guitare? Honnêtement, cette passion de la guitare basse est venue de deux paires de gifles à l'église. Où nous on était enfants et puis on voulait savoir comment ça marchait, la guitare basse et tout. Donc un jour, je suis arrivé vers la guitare basse, j'ai touché. Et puis après, le responsable des instruments à l'église, il est venu, il m'a donné deux paires de gifles. Ah. Et j'ai pris la résolution, tout en sachant que peut-être un jour, je ne serai même pas musicien. J'ai pris la résolution, je lui ai dit, dans ce binet, tu vas me chercher en tant que musicien bassiste et tu vas pas me trouver. Donc ça, c'est parti de là. C'est parti de là. Il vous a cherché finalement? Oui. Bien sûr. Ah, non seulement vous êtes un prédicateur de base, mais vous êtes un prophète alors. Donc c'est comme ça qu'est né le bassiste que je suis. Oui. Et ce bassiste a une formation de comptable. Oui, bien sûr. Formidable. Maintenant, il compte plutôt les cordes de la guitare. Les cordes, les notes, les accords. Oui. C'est ça. Alors, elle ne compte pas, mais elle coordonne tout ce qui est communication. C'est communication d'entreprise, de la communication d'entreprise au chant. Comment ça s'est passé, le lien, le parcours? Bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais après mon BTS en communication d'entreprise en 2015, la musique a pris le dessus parce que c'est une passion donc. Oui. Puisque la musique, elle est très jalouse et elle n'aime pas que quelque chose vienne lui arracher sa place. Oui. Elle a décidé que c'est moi et puis elle a pris la place tout simplement. Et Singan a déjà un opus, enfin Tout à fait. Singan a un single qu'elle a lancé intitulé Iré, qui veut dire bonheur. Oui, Iré bonheur, voilà. Iré la vie, Iré tout ce qui tourne autour de la vie. Oui. Alors, ce soir, quelque chose va se passer de formidable. Dites-nous un peu comment ça va se passer. Alors, ça va se passer ce soir à Africa Sound City, dans le centre de Djababa, comme vous l'avez dit. Oui. Et notre objectif, ce n'est pas de faire de la musique reggae. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à la fumée, par rapport à... Pour nous, ce qu'on est en train de promouvoir, c'est plus... le côté éducatif du reggae.
Donc être rastaman, être musicien reggae ne veut pas forcément dire aller vers les substances illicites, les fumées ou bien tout ce qui va avec. Donc, on est plus concentré. Comme l'a dit ce qu'on a eu à voir aujourd'hui, c'est plus un état d'esprit. C'est plus un état d'esprit. Donc c'est ce que je peux dire. Mais je peux affirmer qu'il y aura de la bonne musique reggae ce soir et qu'il y aura de bons musiciens qui seront sur scène. Il y aura Sigan aussi à côté de moi qui sera là et la fête sera belle. Alors, quand vous parlez de musique, quand vous parlez de musiciens, c'est jamais sans les artistes chanteurs également. Bien Alors, sûr. quelles sont les têtes d'affiche qui seront à Africa Sound City ce soir, puisque le 11 mai, ça va vibrer tout à l'heure de l'autre côté de Kedonu? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y aura Sigan et il y aura Mélodie qui sera aussi là et il y aura d'autres. Et il y aura aussi vous. Puisqu'il n'y a pas que nous qui allons chanter. Il y aura aussi nous. Bien Nous sûr. aussi, on est invités. Bien sûr. Patrick, ce soir, on va chanter. On va faire du reggae. Hein. Et il y aura même une cagnotte pour la personne qui chantera bien le Je reggae. vais remporter la cagnotte. Et je rappelle Avec aussi, plaisir. Soyez sûrs. Je rappelle aussi que pour les 50 premières personnes à venir, il y a une consommation offerte par la maison. Pour les 50 premières personnes. Donc rendez-vous, ça commence à 20h. À 20h. Mais soyez là avant 20h. L'administration ferme à 17h30. Oui. On a le temps de faire un break et puis bon, avant d'aller à la maison, on passe par Africa Sound City. Oui. Bon, alors, on ne peut pas avoir Patrick Dessous, un guitariste sur une guitare, un chanteur sur le plateau et pas aller tout le temps. On va les laisser s'exprimer. Oui. Da 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 da. Oh, 'cause everything is gonna be alright. Oh là! Eh bien, vous voyez que je peux remporter la cagnotte. Alors, bien sûr. Au-delà de cette musique, quand on parle du reggae et tout, vous, en tant qu'artiste, chanteuse, comment percevez-vous aujourd'hui la musique dans notre pays? Quelle est sa place? Quelle est son envergure? La musique, elle a une place importante. Et pour moi, je pense, on dit souvent que quand il reste à faire, rien n'est encore fait. Oui. Mais à comparer aux années antérieures, moi, je pense qu'elle est en train d'évoluer. Et je sais que nos dirigeants vont encore faire plus que ça. Parce que la musique, dans la société, a une place importante. Parce que quand une personne est triste, quand elle écoute de la musique, avec la musique, elle peut retrouver ses esprits. Donc, dans la société, pour moi, la musique, elle a une place très importante, très primordiale. Oui, et grâce à la musique, vous arrivez à percer. Vous vivez de la musique maintenant, on dirait. Vous ne faites plus rien d'autre que la musique. Non, moi, je ne fais que de la musique. Oui. La question devrait être de savoir, mais est-ce qu'on devrait faire autre chose quand on choisit de faire de la musique? Non, puisque la musique aussi, elle est un métier tel que être journaliste, être tailleur. Mais pourquoi vous choisissez les journalistes? Allez. Et Daniel aussi, Bass, rien que la musique. Oui, bien sûr, rien que la musique. La comptabilité, déjà rangée de côté. S'il faut enseigner aux jeunes, aux plus jeunes, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Leur dire d'avoir le diplôme comme vous, parce que vous avez eu vos diplômes avant de commencer
leur dire d'avoir le diplôme ou bien leur dire de Non, moi, je vais débrancher? leur donner mon secret. Mon secret a été, j'ai fait une assise avec mes parents et je leur dis, je vous obtiens vos notes à l'école et vous me laissez faire la musique. Donc, ça n'a été que ça. C'est un contrat assez clair. Assez clair. Et voilà où on en sommes aujourd'hui. Donc, et voilà. vous vous épanouissez avec la musique. Bien sûr. La même chose chez Bernice, vous vous épanouissez. Bien sûr. Super. Bien sûr. Bon, si vous avez prévu autre chose, on va sortir de cet entretien avec un autre petit morceau. Ouais, pourquoi pas une belle mélodie, une autre grille pour boucler cette belle discussion. Le sol, là. Oui. Le do. Sol. Tiens, sol. Sol. Dijoho podo dagbepo e jembio wenyen des encaissés. Baba manjomi do chai ome duru position te como flumio. Baba manjomi do chai ola Dijoho podo dagbepo bionde ire Flumio Akoba dabani no lae Nukundido sheti choho enani Dona jichoho ye yipo Ebionche wenya dizan kese Baba manjomi do chai ome Dudu kwa shishon te po man flumio Baba manjomi do chai ola Tijoho po dagwe po bionde Ire Et donc on ne demandera que le bonheur aujourd'hui et demain. Merci, on se retrouve ce soir à 20h à Africa Sound City. Hein. C'est la rue en face de la pharmacie Kendonou. Allez, chez Diababa et Diababa faisant bien les choses. Débrouillez-vous pour être parmi les 50 premières personnes. Hein. Vous allez manger, boire gratuitement et bon voilà. Diababa va payer la facture. Patrick Gassou, on se dit à demain. À demain. Allez, merci. Retour au plateau, mesdames, messieurs, comme promis, le Bénin est en mouvement et il y a quand même des choses à voir par ici. Et on en parle avec Amandine Aniaboussou, notre fine fleur que nous installons avec ce tapis. Nous parlons aujourd'hui des dreadlocks. Et oui, la journée du 11 mai oblige et Amandine Aniaboussou ne va pas déroger donc à la tradition. Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Alain Sotumain, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Bon week-end? Oui. Super. Aujourd'hui, c'est le 11 mai. Ah oui, aujourd'hui, c'est le 11 mai. Date anniversaire du décès de Bob Marley et la date anniversaire de naissance de votre fidèle serviteur Alain Sotumain. Donc, je vous souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, Amandine. Vous avez vendu la mèche. Merci. Allez, donc ça fait 2 anniversaires. Hein. Allez, oui, on célèbre 2 anniversaires aujourd'hui. Ouais. Et ce matin, on va parler, quand on parle de Bob Marley, on parle des dreadlocks. Voilà. Et donc, il faut savoir, chers téléspectateurs, qu'au-delà d'une coiffure, les dreadlocks portent une histoire née de la culture afro-américaine et sont intimement liés au mouvement Rastafari, fondé en Jamaïque dans les années 30. C'est une coiffure qui a traversé le temps et ne se démode jamais. Quand on prend le Bénin, par exemple, les dreadlocks sont de plus en plus populaires et bien entretenus, bien sûr. Mais quelle est la philosophie derrière ce style bien particulier? Suivez plutôt. Adepte de ce mouvement-là qui veut la libération, l'indépendance, la justice pour tout le monde. Ça veut dire faire partie de ce mouvement-là qui a été créé par Marcos Mosiah Garvey, qui un jour disait aux Jamaïcains, aux Africains américains, tournez vos regards vers l'Afrique car bientôt un roi noir y sera couronné. Et peu de temps, Haïlé Sélassié a été couronné
Et là, c'est pour cela que pour les Rastaman, Haïlé Sélassié est Dja. Et il a été couronné avec le nom Rastafari Makonnen. C'est pour cela que les adeptes de ce mouvement, les militants de ce mouvement sont des Rastafari. Haïlé Sélassié, en qui les Rastas voient Dieu vivant, n'a pas les locks. Marcos Garvey, qui l'a déifié, n'a non plus les locks. Et nous avons connu beaucoup de Rastafari qui n'ont pas les locks. Donc ce n'est pas une condition sine qua non. On peut être cheveux, tête rasée et être Rasta, parce que tout se passe dans la tête et dans le cœur. Beaucoup pensent que c'est juste un mouvement de libération pour les Noirs. Non, c'est un mouvement de libération pour l'homme, pour l'humus. L'homme doit être né libre et doit bénéficier sur la base de l'équité avec les autres de tous les droits humains reconnus aux hommes. Dans les années où le Rastafari a fait son apparition, surtout en France, et beaucoup de Rastas avaient des dreadlocks, avaient de la côte, excusez-moi, à côté des femmes. Et donc beaucoup de Sénégalais en France, voyant cela, se sont dit, mais pourquoi, si c'est le style qu'il faut pour gagner beaucoup de la gente féminine, pourquoi ne pas le faire? C'est ça qui a fait naître souvent les baïfals. Vous allez à Dakar, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les baïfals. Ils ont des dreads, mais ce n'est pas des rastas. Ce n'est pas des rastas parce que l'émancipation mentale qui est une condition sine qua non de l'appartenance à ce mouvement-là, beaucoup ne l'ont pas. Le rasta dans la société doit être une référence, un repère, une personne bien guidée. Or, le Rastafari, c'est de la positivité en réalité. Ben Nesta Marley, alias Bob Marley, a beaucoup fait. C'est une icône de la musique reggae, parce que la musique reggae a été un moyen pour les Rastafari de propager leur message. Vous savez, il y a des Rastas qui sont des artistes peintres, mais qui parlent à travers leur art. Mais Bob Marley, lui, il a pris le reggae qui naissait à l'époque pour faire donc la propagande de ce mouvement-là. Et beaucoup savent que Bob Marley, dans ses chansons, dans beaucoup de ses chansons, a milité pour l'indépendance des peuples. Les apparitions et tout ça font qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens respectent quand même le mouvement. Mais il y a quand même des brebis galeuses, hein, ça ne manque jamais. Il y en a qui sont rastas, mais qui sont dans le négatif. Et là, ils ont trahi leur mission et ça, c'est déplorable. Et oui, ce qui est déplorable, il faut le dire, mais ici, il n'y a rien de déplorable. Il n'y a rien de déplorable, voilà. Nous allons avoir de bonnes informations. Voilà, de comment entretenir donc les locks. Donc, une chose est d'avoir des locks, mais il faut savoir bien les entretenir. Pour ça, nous avons sur ce plateau M. Dodi Amoussou. Il est consultant en hygiène et soins corporels. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Vous portez bien vos locks? Ça va, oui. Et quelle est l'histoire derrière vos locks? Est-ce que ça représente un style, une culture, une spiritualité, ou bien pour vous, c'est juste la mode? Bon, a priori, moi, comme vous l'avez dit, je suis un consultant en coiffure. Donc, je l'ai pris pour un style d'abord. D'accord. N'est-ce pas, pour montrer à mes clients, à ma clientèle qu'on peut, n'est-ce pas, avoir les rastas sur la tête et être beau. Et depuis quand vous portez les dreadlocks? Ah ben, ça fait depuis année 2000, ça fait déjà 26 ans. 26 ans, waouh! C'est ça. Mais avant, c'était plus touffu, c'était plus long. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Oui. Et à un moment donné, j'ai voulu changer le style. J'ai commencé par ne plus trop arranger le derrière. J'ai envie de raser un peu le derrière et laisser le changer de look, en fait. Descendre, c'est ça. Et quand vous avez commencé par faire le dreadlocks, quelle a été, par exemple, la réaction de votre entourage? Voilà, l'accueil. Évidemment, il y a 26 ans, justement, ce n'était pas trop répandu dans le pays, dans notre pays aussi. Donc au départ, les gens prenaient ça en mal et disaient, mais comment bon, on me prenait pour quelqu'un qui prend déjà le ganja. Bon, faisais ça enlever de mon âge, vous voyez, j'étais encore. Donc, mais ce n'était pas le cas. Donc, on vous prenait pour un voyou, en fait. Ah oui, les débuts, c'était ça. C'était ça. Donc, c'était pas trop répandu dans le temps, c'était pas trop répandu. Donc, dès que tu commences à voir les cheveux, on pense que bon, tu es fumé de ganja et tout ça. Et bon, moi, j'ai persévéré, étant donné que mon boulot était là. Donc, les clients venaient, je les conseillais, n'est-ce pas? On peut pas forcément avoir les mèches synthétisées sur la tête. Il faut être naturel et être belle, et être beau et tout. Donc, mes clientes, femmes et hommes, tous,
on ne commençait pas à s'adapter à ça. Donc aujourd'hui, un bon nombre de mes clients sont Rasta. Ok, bon, il faut dire que chez vous, ce n'est que vos cheveux. Pour faire les dreadlocks, c'est seulement ces cheveux ou bien on peut faire des afros, voilà, des extensions ou bien des mèches ou bien de la corde. Bien évidemment. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les cheveux... Pas dans ce qu'on a à l'écran là, c'est naturel ou bien c'est... Là, c'est naturel. Là, c'est teinté au rouge. Au rose, j'allais dire, donc c'est naturel. Et les cheveux qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas... qu'on appelle prêts à être transformés en locks, on est obligé d'apporter des rajouts. Et avec le temps, on enlève les rajouts quand ça pousse ou bien comment? Rajouts, avec le temps. Ça peut garder aussi longtemps que le client veut. Et à tout moment, on peut enlever. Et avec le temps, les cheveux naturels qui sont en bas redeviennent durs et on les met en boule. Ça Monsieur Amoussou, il y a de ces personnes qui portent les dreadlocks, les rastas comme ça, comme vous. Mais quand ils viennent s'asseoir à côté de vous, vous ne pouvez pas respirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Évidemment, ceci, c'est un manque d'entretien qui fait ça. Voilà. Ouais. Quand on veut avoir les rastas sur la tête, n'est-ce pas, et jouir bien de ça, il faut nécessairement aller vers les spécialistes. Voilà. Pour prendre conseil et pour savoir comment l'entretenir pour que ce soit bien. Ok, quel genre de conseils vous donnez par exemple? Parce qu'au Bénin, quand on prend le Bénin, de plus en plus, hommes comme femmes adoptent les dreadlocks aujourd'hui. De coiffure. Oui. Bon, ce qu'on leur dit souvent, c'est que il faudrait que parce que périodiquement, au plus, on peut dire 2 semaines ou bien chaque mois, vous passez, n'est-ce pas, chez le spécialiste pour qu'il fasse l'entretien. On va faire la reprise des nouvelles pousses qui sont en bas. On va les serrager. Et ça, on appelle resserrage. On va les resserrage, voilà. On les remettre en ordre pour que ce soit toujours boulé. Comme par exemple, là, maintenant, c'est ce qui se fait. Oui, c'est ça. Donc, ça se fait au crochet. Il y a un matériel qu'on appelle crochet. Ça permet d'arranger les bas pour que ce soit toujours joli et bien défini. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les dreadlocks qu'il faut avoir les débraillés. Voilà. Donc, il faut périodiquement aller au salon chez le spécialiste pour se faire entretenir les cheveux. Alors, et c'est ça. Monsieur Amoussou, est-ce que tous les types de cheveux pourraient être destinés à faire des locks, par exemple? Non, pas tous les types de cheveux. Mais c'est essentiellement les cheveux des Africains qui ont le privilège, l'habilité d'être roulés en locks. Ah bon? Oui, c'est les cheveux des Africains. Et par contre, les cheveux... Et les cheveux des Africains, ça a quelle particularité, en fait, pour les dreadlocks? Bon, les cheveux africains, c'est les cheveux crépus. C'est les cheveux crépus qui sont durs, qui sont facilement manipulables, facilement enroulables pour devenir les locks. Par contre, quand ce n'est pas dur, que ce n'est pas crépus, c'est difficile à faire. Ok, donc quelqu'un qui sait défriser, par exemple, les cheveux ne peut pas aller directement au dreadlocks. Bon, c'est maintenant que la demande est forte. Ceux qui ont les cheveux défrisés veulent aussi aller au locks. Là, on a trouvé maintenant une technique nouvelle pour le faire. C'est pas facile, mais on le fait quand même. Et ça ressemble, ça a l'air de druide. Mais quand on voit très bien, il y a toujours une différence. Une différence. Par rapport aux cheveux crépus et aux cheveux défrisés. La raison pour laquelle les blancs n'arrivent pas à le faire. Les cheveux des blancs, c'est les cheveux lisses, difficiles à mettre en boule. Des cheveux glissants. Voilà, difficilement à mettre en boule, difficilement à en faire les dreadlocks. Donc quand ils sont mélange de noir et de blanc, c'est-à-dire métissés, ça aide un peu à les réaliser. Mais les cheveux adaptés, c'est les cheveux crépus. Les cheveux crépus des noirs. Ok. C'est ça. Vous avez une question? Alors, là, à l'écran, par exemple, voilà ce type de cheveux. Est-ce que là, on peut faire des drugs avec? Oui, parce que là, c'est des cheveux nappies et c'est des cheveux crépus, ou bien? Voilà, cheveux nappies, c'est-à-dire, c'est les cheveux nappies, cheveux crépus, bien. Ça peut faire, bien sûr. Le style, là, ça peut faire, bien sûr, ça peut devenir druide. Ça veut devenir, c'est les cheveux adaptés même pour faire les dreadlocks, ça. Ouais, c'est les cheveux naturels des Africains, ça. On appelle ça afro-nappy, comme vous voulez le dire. Ça, c'est adapté bien à faire les locks. Dites-nous, qu'est-ce qui vous est déjà arrivé de regretter d'avoir fait, par exemple, les dreadlocks? Bon, pour ma part, je n'ai jamais regretté d'avoir fait les locks parce que, dans la mesure où je suis du domaine, je suis spécial de la coiffure. Donc, moi, j'ai fait que montrer, n'est-ce pas, à la population, à ma clientèle surtout, qu'on peut porter les cheveux autrement en faisant les dreads comme ça. Donc, regret, non, je n'ai jamais eu. Sauf que quand tu viens dans certains milieux, tu arrives dans certains milieux où
on ne te connaît pas, n'est-ce pas, par rapport à ton métier. Les gens vous regardent bizarrement. La discrimination. Voilà, on te va, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, c'est quand quelqu'un vous dit, ah, Doji, et tout ça, ou bien on reconnaît ton statut de social, on dit, ah, c'est un coiffeur, et là tous les mots dégagés, ah, donc c'est un socialiste. Mais monsieur Amoussou, ça pose un problème, et justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que le fait de décider, par exemple, d'être Rastaman ou bien pas Rastaman, de porter des dreadlocks, est-ce que l'on pourrait pas être confronté à des situations où des portes vous sont fermées, voilà. ou des portes vous sont ouvertes, par exemple? Est-ce que vous n'avez pas encore déjà, par exemple, raté des opportunités parce que vous portez des dreadlocks? Bon, pour moi, pas encore, parce que très souvent, c'est quand on est peut-être, quand on va chercher de l'emploi, par exemple, que le directeur, le promoteur va dire non, ce n'est pas adapté, n'est-ce pas, au style de personne que je veux. Donc, cela arrive. Mes clientes, il y en a qui viennent pour dire j'ai opté pour un poste, mais j'étais obligé d'enlever les cheveux avant de gagner ce poste-là. Donc, il y a ce complexe-là qui existe vraiment pour gagner certains postes. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les mentalités? Parce que c'est d'abord, c'est un style de cheveux. Oui, je crois que l'essentiel est que c'est le fait que, par le passé, n'est-ce pas, auparavant, c'était les preneurs de Gandia qui laissaient les cheveux tomber comme ça. C'est-à-dire que porter des dresses à l'époque était synonyme d'être un voyou. Voilà. Donc cette image est restée longtemps dans la tête des gens. Donc ça fait que quand tu apparais tout de suite pour opter à un poste et qu'on te voit avec ça, on te colle une mauvaise étiquette. Donc je crois qu'il faudrait que les promoteurs comprennent aujourd'hui que ce n'est pas quand quelqu'un porte les leurs, c'est pas seulement que c'est pas tout de suite. Quelqu'un de mauvais. Il n'est pas bien ou bien. Quoi, donc, il faudrait que les gens comprennent qu'on peut garder les droits et être une bonne personne et faire très bien le travail, n'est-ce pas, qui sera confié à ce dernier. Comme on le dit, la vie ne fait pas le moine. Tout à fait. Tout à fait. Et selon vous, est-ce que vous les portez depuis 26 ans, est-ce que vous pensez que les dreadlocks vont encore pendant longtemps résister au temps? Oui, ça va résister parce qu'aujourd'hui, maintenant, le monde a compris que quand on dit ce qui est synthétique et ce qui est naturel, je crois que le naturel porte. C'est mieux. Et ça prend beaucoup plus le dessus aujourd'hui. Voilà, ça prend le dessus aujourd'hui. Donc, ça vous évite de mettre des produits chimiques dans les cheveux, sur la tête. Voilà, ça maintenant, tu peux tout le temps, tous les jours, tu peux te laver dans les cheveux. Et si la tête respire mieux. C'est léger. Voilà, comparativement aux mèches, c'est dit qu'il faut Oui, mais pour moi qui suis un néophyte de la chose, est-ce qu'il n'y a pas comme une contradiction? Comment est-ce que, avec cette touffe de cheveux que vous avez sur la tête, vous pouvez vous laver dedans tous les jours et que ça ne va pas empester? Évidemment, on se lave dedans tous les jours. Et bon, on se lave dedans. Dès que tu prends ta serviette, après la douche, bon, tu peux mettre l'huile dedans, mettre savon, frotter, fais ce que tu veux. Après la douche, tu fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui. Donc, après quelques 5-10 minutes, ça se sèche. Ça se sèche. Maintenant, quand tu as la peine, n'est-ce pas, de le faire de cette manière, là, tu peux peut-être te faire un programme chaque semaine. Aller dans un spécialiste. Mais tu peux le faire toi-même à la maison, ça ne dérange pas. Mais on a l'impression que les maîtres ou bien partie des dreadlocks, ça coûte cher. Et pour quoi? Et pour mettre les dreads. Ah, pour les faire? Oui. Ah oui, ça coûte cher, bien sûr. Pourquoi ça prend du temps. Pourquoi ce qui est naturel devrait coûter cher? Normalement. Quand on dit on revient au naturel quand même pour se faciliter la tâche, se faciliter la vie, mais je dis je reviens au naturel et c'est là je dépense encore plus d'argent. Bon, et beaucoup de personnes pensent comme ça, c'est vrai. Et quand on va naturel, normalement, ça doit être moins cher. Oui. Maintenant, pour bouler les cheveux, les rendre en boule comme ça, au début des locks, au début, n'est-ce pas, c'est difficile. Ça prend du temps. Donc, il y a des matériels. Il faut être 4 personnes sur la tête pour finir en 4 heures. Maintenant, si c'est une seule personne, vous voyez, ça fait 4 fois 4. Est-ce que quelque part, M. Amoussou Doji, vous ne profitez pas de la tendance pour faire de la surenchère, pour soutirer quand même beaucoup d'argent à ceux qui veulent faire ce type de coiffure? Bon, comme vous le savez, on dit time is money. Voilà qui est clair. Parce que vous voyez des gens, on dit, petit centimètre, on dit, pour faire toute la tête, c'est à partir de 30 000, je dis, mais... Oui, le minimum, c'est 30 000. Vous êtes bien renseigné. Oui. Le départ des locks...
Oui. Quand c'est moins cher, c'est 30 000. Quand ça dépend de la touffe des cheveux. Donc le départ, c'est 30 000 au minimum. Sinon, on va jusqu'à 115, 120, 150, jusqu'à 200 000. Est-ce qu'il ne serait pas bien de voir à votre sein, au sein de votre association, comment réduire le tarif? Ils ne vont jamais accepter gagner moins, c'est clair. Il a bien dit, time is money. Mais imaginez, une journée entière, une fois que quelqu'un fait une journée entière, il faut que... Le début, c'est cher. C'est l'entretien qui devient moins cher. Monsieur Amoussou, time is money. On va facturer le temps que vous êtes passé ici parler de votre dread. Un petit conseil, par exemple, avant de finir. Non, on ne va pas finir. On va pas finir tout de suite. Puisque time is money, puisque lui, il est venu ici, lui aussi, il va devoir passer à la DCC pour payer. Voilà. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui a envie de commencer, par exemple, les dreadlocks? Déjà, d'avoir beaucoup d'argent, ça, on sait. Bon, je vais dire tout simplement que il faut qu'à priori, il sache qu'il sera confronté à aller régulièrement au salon pour faire l'entretien, pour que ce soit beau. Sinon, c'est pas bien. Il ne peut pas se sentir à l'aise là-dedans. Donc, il faut qu'il soit programmé pour ça, pour que chaque mois, ou bien chaque 2 semaines, ça dépend, qu'il aille se faire soigner la tête au salon de coiffure. Et il faut préciser également qu'aujourd'hui, quand on parle des dreadlocks, ce n'est pas seulement les cheveux longs. Il y a maintenant des styles, on peut les attraper, on peut natter. Et même avec vos dreadlocks, vous pouvez faire d'autres types de cheveux. Évidemment. Même avec vos dreadlocks, vous pouvez faire même des coiffures de mariage. Évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. La tendance a évolué et ce n'est plus les cheveux longs. Voilà, c'est vrai. Vous avez dit toute la vérité. Aujourd'hui, maintenant, on a toutes les variétés de formes de dreads qu'on peut faire. Et l'Afrique du Sud nous en offre beaucoup, l'Afrique du Sud. Vous voyez? Donc, les modèles, dès que tu as tes locks, on peut choisir tout ce que tu veux. Comment les manipuler pour que ce soit d'une forme ou d'une autre donnée, ça dépend de ton choix. On peut faire tout ce qu'on veut. Les chignons, les toxadés, tout ce qu'on veut, on fait avec. Et toujours dans la tendance d'être beau. Dodi Amoussou, merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Je vois que vous remercie. Allez, merci. On espère que dans les semaines et les mois à venir, Amandine passera chez vous et puis nous reviendra sur ce plateau avec des dreads. Je veux bien. Et vous aussi. Bon, ça ne risque pas d'arriver. D'abord, on va lui mettre les cheveux artificiels devant avant de partir sur les longs. On a la magie maintenant, ça peut se passer. Ah oui? Il y a des perruques qu'on a conçues en cheveux naturels. Vous portez tout de suite. Vous êtes drôle comme moi. J'aime bien l'air. Non, laisse-moi permis. Ah, mais dis donc. Merci à Christelle qui pense qu'elle veut m'offrir la perruque dont je vous avoue ça, pour le cadeau d'aujourd'hui, si vous allez vraiment à Africa Sound City, je vais vous donner ça tout à l'heure. Oula! Je vais vous offrir ça. Ah, merci vous allez faire beaucoup. le Jack à Safari ce soir. Ah, merci beaucoup. Là, ma fête promet d'être belle aujourd'hui. Bonne fête à vous, Alain. Merci beaucoup. Allez, Amandine, merci à vous. Merci, monsieur Dodi Amoussou, d'être passé nous donner tous ces détails par rapport aux cheveux naturels. Aujourd'hui, pour des problèmes de santé qui se pose dans notre société, Amandine, je pense qu'il est important de revenir au naturel. Oui. Voilà, rien n'est plus beau que le naturel. On peut se raser la tête comme moi, on peut garder les dreads comme vous par exemple. L'essentiel, c'est d'éviter davantage les produits chimiques sur la tête. L'essentiel, c'est d'éviter d'aller chercher les cheveux des cadavres pakistanais, brésiliens et tout, et venir coller ça sur la tête avec des cols qui vont vous créer des problèmes après. Ça, donc, si ça peut pousser ça va vous créer les alopécies. Ah, des alopécies. Voilà. C'est ça qu'on appelle enfant dadou-dadou. Dadou-dadou. C'est ça, non? Ah ben voilà. Allez, on a donné tous les détails maintenant. Hein? Oui. Allez, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette belle rubrique. Vous savez désormais ce qu'il faut faire. Si demain vous me voyez avec dreadless, sachez que c'est M. Amoussou qui évidemment, c'est ça. Allez, on va à présent, mesdames, messieurs, justement, parlant de santé, on va embrayer sur la rubrique santé qui parle aujourd'hui. En nouvelle diffusion, ça va être un élément en nouvelle diffusion. On va parler aujourd'hui du blanchiment des dents, des soins bucco-dentaires et tout le reste. Ça va être avec Heureuse Danone. Nous sommes ici avec Dr Linda Lokosu au cabinet dentaire Josu. Elle est spécialiste des soins esthétiques dentaires et avec elle, nous allons découvrir ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans un blanchiment des dents. Docteur, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie.
Alors, ça va très bien. Le blanchiment des dents, c'est la tendance. Pourquoi en parle-t-on autant aujourd'hui? Alors, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Parce qu'on va tout simplement dire que beaucoup de personnes sont plus axées sur l'esthétique. Un peu comme notre tonton d'aujourd'hui. Voilà. Et les dents éclatantes font partie d'un standard de beauté de nos jours. Donc, effectivement, beaucoup de patients cherchent à avoir de très belles dents blanches. Ce n'est pas également l'influence des célébrités par hasard? Ah oui, effectivement, parce que ce soit les acteurs, les footballeurs, tout ça, eux tous présentent une denture blanche, éclatante, donc tout le monde est influencé par ça et aspire à avoir un tel sourire, le Hollywood smile, comme on dit. Oui, le Hollywood smile. Voilà. Mais quelle est la vraie couleur de la dent? Est-ce que la dent, elle est blanche normalement? Mais le blanc éclatant qu'on voit là, en fait? Non, une dent naturellement n'est pas blanche comme blanc papier, quoi. Oui, non. oui. Une couleur qui tend un peu vers le jaune, c'est toujours une couleur naturelle. D'accord? Donc il ne faut pas qu'on s'inquiète si on n'a pas des dents hyper blanches. Et il faut préciser aussi que la couleur de la gencive influence sur la réflexion de la couleur dentaire. Plus on a la gencive rose, on a moins l'impression que les dents sont plus blanches. Il y a certaines personnes qui ont des gencives un peu plus noires, ce qui donne l'impression d'avoir les dents plus blanches. Quand on parle de blanchiment, on imagine souvent une lampe bleue. Oui. On a eu une séance tout à l'heure pour un gel magique. Mais concrètement, comment ça se passe? On a quand même deux procédés. Il y a un qui se fait au fauteuil, effectivement avec la lampe bleue, avec un produit spécial de blanchiment. Ce produit, il est propre au dentiste parce que c'est assez fort, donc on sait comment on dose pour éviter des conséquences telles que les sensibilités dentaires, qui sont les grandes conséquences. Et la deuxième technique, c'est en ambulatoire qui se fait avec des gouttières, avec un gel de blanchiment qu'on met à disposition du patient, qui l'applique à domicile. Mais on suit bien sûr le processus avec lui. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu moins agressif parce que le patient peut doser, voir comment ça évolue. Voilà, donc on fait ça de deux manières, tout simplement. Et quelle est la durée du résultat? Alors, c'est automatiquement on a les dents blanches? Bon, ça dépend de d'où on part. On va dire ça aussi, ça dépend du point de départ. Si on a déjà la base, des dents plus ou moins d'une couleur pas trop foncée, on va nettement voir le résultat de manière plus rapide. Même après une séance, on peut voir. Les dents très foncées, il faudra peut-être 2 à 3 séances avant de voir le résultat. Donc, ça dépend du point de départ et où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est un peu ça. Dans le même temps, sur le terrain, on a des kits vendus sur le marché. Okay. Je peux même vous montrer des images. D'accord. Oui. Surtout sur le réseau social, l'un des réseaux sociaux, pour ne pas faire une contre-publicité pour ce réseau-là. Oui, je vois. On a tellement d'informations comme tout ce que vous voyez là. Oui, effectivement. Il y a même, on dit, des mélanges. Ok, bon. Est-ce que... dépenser de l'argent pour les dates sur les dents. Pour les dates sur les dents, arrêtez de dépenser l'argent. Pour toi qui m'écoutes, il faut t'abonner à la page, like la vidéo, partage énormément. Surtout abonnez-vous parce qu'il y a du loup qui arrive. Je dis, va me chercher de la banane douce. Waouh. Banane. Tu enlèves la peau. D'accord. Ce qui est dedans là, tu jettes. Mais la peau là, quand tu regardes dedans là, il y a un truc blanc dans la peau même. Tu enlèves, tu te sais d'une tuer, tu enlèves, tu mets dans un bol. La peau comme ça de la banane, quand tu enlèves comme ça, là, dedans est blanc comme ça. Tu grattes. Tu déposes dans un bol. Tu ajoutes du citron. Tu mélanges. Tu ajoutes un café de sel. Ok. Tu mélanges. Tu ajoutes la pâte dentifrice. Tu ajoutes. Vraiment, de la banane, on a pris par le citron, on a eu le sel, on a eu maintenant la pâte dentifrice et on n'a pas fini. C'est sûr qu'elle va ajouter encore d'autres choses. Est-ce que c'est efficace ces choses-là? Bon, alors,
Personnellement, d'un point de vue médical, moi je ne conseille pas ça. Parce que ça c'est... Je ne sais pas sur quelle base elle donne ce genre de conseils. Le citron, déjà, c'est assez fort et ça cause parfois de sensibilité dentaire chez beaucoup de patients. On reçoit beaucoup de patients qui disent qu'ils prennent du citron tous les matins à jeun. À la longue, ça leur donne vraiment une sensibilité dentaire. Donc, bon, personnellement, je ne recommande pas ça. Je ne sais pas si c'est une expérience personnelle qu'elle a essayée, effectivement. Mais je tiens à dire qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Ce serait bien de se rapprocher d'un professionnel pour avoir la bonne information. Si quelqu'un nous regarde et veut vraiment blanchir ses dents, quelles sont les dispositions à prendre, les conditions pour le faire correctement? D'accord. Alors, si on a quelqu'un qui souhaite blanchir ses dents, alors je le conseille déjà de passer au cabinet. On va faire une consultation parce qu'il faut avoir une consultation de base. On ne blanchit pas les dents sur déjà un terrain où il y a beaucoup de tartre. L'une des conditions préalables, c'est de faire un détartrage. Et je tiens à notifier que le détartrage n'est pas un blanchiment dentaire. On s'assure que le patient n'a pas de cavité, de caries. Oui, parce que ça ne sert à rien de blanchir sur des dents où on a des caries, des dents abrasées, un patient souffrant déjà de sensibilité dentaire. Il y a toutes ces conditions à réunir d'abord avant de passer au blanchiment. Si déjà à la base on a un patient qui souffre d'une sensibilité dentaire très importante, le fait de faire ce blanchiment va encore accentuer de telle sorte que même il ne pourra même pas boire de l'eau. Donc ça ne sert à rien. Autre conséquence du blanchiment? Si par exemple le patient a une carie qui n'est pas traitée, parfois ça peut réveiller ce qu'on appelle une pupite. Parce qu'avec l'effet de la lumière, de la polymérisation de la lumière sur la dentine, sur la dent, c'est comme une inflammation, je vais dire, qui va se créer et qui va réveiller la carie, peut-être qui n'a pas encore été traitée. Donc forcément, le blanchiment, c'est la dernière étape à faire avant toute chose. On doit faire tous les soins en bouche d'abord, parce que c'est pas une urgence. C'est pas une urgence, c'est un plaisir, c'est un soin esthétique. Voilà, donc c'est secondaire, on griffe. Le blanchiment n'est pas à vie. Je tiens à préciser ça parce que beaucoup de personnes disent je vais juste faire ça une fois. Non, c'est renouvelable. Ça va quand même faire un minimum de 1 an, 2 ans. Et lui-même, il peut remarquer que bon, c'est moins éclatant qu'au tout début. Là, il peut revenir, on va refaire et tout. Rodolphe, vous êtes au cabinet dentaire pour des soins dentaires. Pourquoi avez-vous choisi de faire un blanchiment des dents? Moi j'ai choisi de faire un blanchiment des dents. Premièrement, juste pour avoir un bon sourire. Et aussi, cela me permettra d'avoir encore plus confiance en moi quand je suis en public et tout. Sur les réseaux sociaux, c'est bien vrai qu'il y a beaucoup de choses là-bas et qui ne coûtent pas aussi si cher, mais je préfère me référer à des spécialistes là pour éliminer beaucoup de conséquences et tout. Parce que je n'aurais pas fait des choses et avoir beaucoup de regrets en fait. Après. Ouais. Est-ce que ça va faire mal à Rodolphe? Non, pas du tout. Pendant le soin, il peut sentir peut-être une chaleur, c'est-à-dire à cause de la lumière. Là, il va signaler et on va peut-être arrêter et différer à une autre séance. C'est le seul point, ou du moins c'est le semblant de douleur qu'on peut ressentir. Sinon, c'est indolore. C'est indolore. On est tranquille. Les patients dorment même à 30 minutes. Qu'on peut renouveler, ça dépend. En fonction de l'éclat recherché. Voilà. Les produits non contrôlés et les mauvaises astuces, sinon les astuces tous azimuts sur les réseaux sociaux, le risque est réel. À vous de faire le bon choix et de penser à votre santé. À prendre les conditions pour le faire correctement. D'accord. Alors, si on a quelqu'un qui est à une autre séance, c'est le seul point, ou du moins c'est le semblant de douleur qu'on peut ressentir. Sinon, c'est indolore. C'est indolore. On est tranquille. Les patients dorment même à 30 minutes. Qu'on peut renouveler, ça dépend. En fonction de l'éclat recherché. Voilà.
Eh oui, retour plateau, blanchiment dedans, c'était avec donc Heureuse Danodé. Vous savez désormais à quoi vous en tenir. Et nous passons d'une rubrique à une autre. Et tout de suite, vous le savez, la grosse actualité sportive dans notre pays, c'est bel et bien la qualification des Amazones U20 au mondial, hein, pratiquement, parce que là, c'est un exploit et on en parle avec Blaise Adankbo qui est présent, qu'on installe. Blaise Adankbo, bonjour. Bonjour mon cher Alain, bonjour à tout le peuple béninois et félicitations à tous les Béninois qui ont cru à cette qualification pour Pologne 2026 pour nos Amazones U20, désormais qualifiés. C'est la toute première fois que le Bénin se qualifie pour un mondial chez les dames. C'est à applaudir. C'est historique, en fait. Historique, à applaudir. Et je crois qu'il faut quand même leur réserver un accueil très chaleureux parce qu'elles vont rentrer tout à l'heure. Elles vont quitter donc Lomé. Je sais qu'il y a un gros dispositif qui est en train d'être mis en place jusqu'à la place de l'Amazone. Ça peut être une caravane qui va partir de la frontière d'Ila-Kodji. Ça voudra dire que ça va partir quand même de loin pour arriver jusqu'à la place de l'Amazone. Mais hier, il y a eu cette rencontre où les Amazones, Alain Sochoumen, ont quand même ébloui, ont montré clairement qu'elles veulent aller chercher la qualification avec Ossane Soukou qui a donc ouvert le score pour le Bénin à la 17e minute. Timide réaction des Ivoiriennes, mais voyez ce but sublime de Romaine Gandonou qui va finir meilleure buteuse de cette campagne des éliminatoires avec 14 buts en 6 matchs. Elle aura été la révélation de cette expédition, Romaine Gandonou. Oui, grosse révélation hein, pour cette campagne des éliminatoires. N'oubliez surtout pas hein, qu'elle a joué avec la U17 et le Bénin était passé à un peu tout près, je vais dire. À un cheveu. À un cheveu, voilà. De la qualification pour cette Coupe du Monde chez les dames. Mais regardez ce magnifique but. Par la Zambie. Là, c'est le but de Germaine Ronfort. C'était 3-0 le score à la pause. Déjà la 44e minute, ce but de Germaine Ronfort. 3-0, voilà. Tout était déjà fait pour le Bénin. Au retour des vestiaires, réaction des Ivoiriennes qui vont réduire le score. Réduction qui ne va tout de même pas ternir un peu la rencontre pour les Amazones parce qu'elles ont encore Romaine Gandonou qui va s'offrir un doublé dans cette partie, 69e minute. Tout est donc fait pour le Bénin pour être donc à ce mondial. Et la belle célébration donc pour la joueuse béninoise Romaine Gandonou, la meilleure buteuse d'ailleurs donc de cette campagne des éliminatoires. Et au passage, le premier but sous la tunique du Bénin pour Ossane Soukou. Je vous propose, hein, si vous le permettez, d'écouter bien évidemment la réaction des sélectionneurs des deux équipes. Je veux parler d'Ouzérou Abdoulaye, qui était donc depuis plus de 6 ans donc à la tête de cette équipe des U20, mais également le sélectionneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire, Esposito Mathieu. Parce que quand vous êtes joueur, vous savez, vous pensez qu'à vous. Hein. Vous êtes footballeur, vous pensez qu'à vous. Vous jouez, vous vous qualifiez, vous pensez qu'à vous. Mais entraîneur, vous ne pensez pas qu'à vous. Vous pensez d'abord à vos joueuses, vous pensez aux supporters, vous pensez aux dirigeants. Ça fait quasiment 1 an. Donc voilà. C'est la 3e participation. On a échoué 2 fois. Cette fois-ci, ça nous réussit. Donc il faut savourer et remercier les filles, parce que quoi qu'on dise, entre 2020, 2021 et aujourd'hui, il y a énormément de progrès. Et ça se voit sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut continuer parce que c'est pas une fin en soi. La Coupe du Monde, ouais, c'est bien, mais il faut y aller aussi pour représenter dignement le pays et surtout pour essayer, parce que toutes ces filles-là, elles n'auront pas 20 ans l'année prochaine, c'est terminé. Elles vont passer en A et c'est un autre challenge. Parce que le Bénin n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Ça va vite, donc ça joue avec leur force. Elles sont à droite devant le but, on voit, regardez le nombre de buts qu'elles ont marqués durant les éliminatoires. Donc c'est une bonne équipe, elle est capable de marquer dans n'importe quelle position, à n'importe quel moment. C'est parce qu'il y a de la puissance, il y a de la vitesse et elles sont à droite devant le but. Là déjà on va rentrer sur Abidjan et on va faire le point un petit peu parce qu'on a beaucoup de U17. Voilà, donc on va un petit peu faire le point, voir sur les échéances à venir, voir les tournois qu'il peut y avoir.
Donc on va faire le point tranquillement avant de se focaliser sur les prochaines séances. J'ai entendu dire qu'il allait peut-être avoir la CAN U20 féminine l'année prochaine. Donc voilà, prenons étape par étape et faisons grandir cette équipe parce qu'il y a quand même 8 ou 9 U17 dans notre équipe. Donc on va travailler doucement. Et oui, mon cher, avec cet exploit réalisé, c'est qu'il y avait avec le public présent une communion. Ah, écoutez, grosse communauté, je vais dire béninoise. Ils étaient assez nombreux du côté donc, de Kégué, c'était à Lomé, c'est pas assez loin. Donc, pour la plupart des Béninois, le Conseil national des supporters du Bénin, ils ont animé du début jusqu'à la fin de la rencontre et donc à juste titre. Voilà, ils ont célébré cette qualification avec voilà, nos Amazones U20. Je vous propose de revoir cette petite séquence d'images. C'est une séquence qui vient quand même... L'hymne du pays qui résonne. Oui, c'est ça, qui vient quand même démontrer un peu que voilà, derrière nos athlètes, derrière nos sportifs, il y a le Conseil national des supporters du Bénin qui essaie donc à tout moment d'être présent, quel que soit donc le terrain. Ils sont quand même présents. Au-delà de ça, il y a également les images de la célébration au terme de la rencontre. Très important parce que beaucoup n'ont pas vu ces images. Ce sont ces images d'ailleurs que je vous propose de revoir ici sur Bénin TV. Et oui, une belle communion et les félicitations des officiels qui ont accompagné les Amazones à Lomé. Les officiels dont le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, qui a d'ailleurs adressé quelques mots à ses filles. On peut remercier le gouvernement du Bénin qui a donné ce qu'il faut pour réussir la formation des jeunes, la formation à la base. Et c'est le fruit d'une formation à long terme qui donne aujourd'hui. Nous remercions le chef de l'État et cette victoire est dédiée pour le président Patrice Talon. Eh oui, immense joie. Donc, désormais, le Bénin inscrit son nom dans les annales de l'histoire. Oui, c'est historique parce que vous l'aviez bien évidemment dit. Et tous ceux-là qui ont vécu cette qualification, ce dernier match face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils ont pris du plaisir. On va profiter bien évidemment pour rappeler que
Oui, le Bénin est qualifié. Le mondial, c'est en septembre prochain, du 5 au 27 septembre prochain. Ce qui nous permet quand même de pouvoir faire le point des qualifiés sur le continent africain avec, oui, le Bénin qui est qualifié, la Tanzanie également qui est qualifiée, le Nigeria et le Ghana, donc quatre pays africains qualifiés donc, pour ce mondial qui arrive donc au mois de septembre. Et peut-être bien évidemment qu'avant septembre, on pourrait avoir les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U20 dames. Ce sera la toute première édition. Ce sera aussi l'opportunité pour le Bénin de pouvoir confirmer tout le bien qu'on dit désormais de son football féminin. Eh bien, merci à vous, Blaise Adankpo, d'être passé nous porter toutes ces informations et félicitations à vous également et surtout à nos collègues qui étaient du côté de Lomé et qui nous ont permis d'avoir ces belles images. Félicitations à tout le monde. Bassabi, en l'occurrence. William Bassabi et Alexis Segbemon. Alexis Segbemon, allez, merci à vous. Mesdames, Messieurs, on va quitter les sports pour la revue de presse. Ça va être avec Marcela Rossi. Que dit la presse en ce lundi 11 mai 2026? Marcela Rossi, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Le Bénin célèbre un exploit historique, vous l'avez bien indiqué tout à l'heure avec mon collègue Blaise Adankpo. Et la presse de ce matin en fait largement écho. Les Amazones U20 décrochent leur qualification pour la Coupe du monde féminine, pendant que sur le terrain politique, les partis affinent déjà leur position à quelques jours seulement de l'investiture du nouveau président Romuald Wadayi. Le quotidien de service public annonce une qualification historique des Amazones U20 pour le mondial féminin prévu en Pologne 2026. Le quotidien revient sur la large victoire du Bénin face à la Côte d'Ivoire, 4-1 dimanche à Lomé. Le journal met en avant une équipe béninoise dominatrice dès l'entame, portée notamment par Romain Gandonou, auteur d'un doublé, mais aussi par Ossan Soukou et Germaine Ronfort. La Nation souligne également la solidarité défensive et les arrêts décisifs de la gardienne Larissa Saïzonou. Pour le quotidien national, cette victoire marque une étape majeure dans l'histoire du football féminin béninois. Même tonalité dans Gaskiani Info, le journal parle d'une entrée dans la légende pour les Amazones U20. Gaskiani salue la prestation des joueuses béninoises et insiste sur le travail du sélectionneur Abdoulaye Ouzerou et de son staff technique. Le quotidien ici voit dans cette qualification le résultat d'un travail de structuration du football féminin engagé depuis plusieurs années par la Fédération béninoise de football et les autorités sportives. Le journal estime que cette performance donne une nouvelle visibilité au sport féminin béninois sur la scène internationale. La presse s'intéresse aussi aux évolutions politiques à l'approche du 24 mai. Je le disais à l'entame de cette revue. La presse du jour note un repositionnement progressif des partis de l'opposition après l'élection présidentielle. Le quotidien rapporte que la FCBE a décidé de mettre fin à son statut de parti d'opposition pour accompagner le futur régime de Romuald Wadayi. À l'inverse, les démocrates maintiennent leur position dans l'opposition tout en annonçant une posture qualifiée de républicaine, constructive et vigilante. Le journal observe ainsi une clarification progressive du paysage politique béninois avant l'investiture du nouveau président dans 2 semaines. Analyse similaire dans Fraternité. Le quotidien estime que l'horizon politique post-talent s'éclaircit. Fraternité considère alors que le ralliement de la FCBE à la mouvance présidentielle confirme une dynamique déjà perceptible depuis plusieurs mois. Le journal souligne en parallèle le choix des démocrates de conserver leur ancrage dans l'opposition malgré un contexte politique largement dominé par la majorité présidentielle. Pour le quotidien, cette nouvelle configuration politique pose désormais la question de la capacité de l'opposition à exister face à un bloc présidentiel très élargi. Ainsi va la presse ce matin. Eh bien, merci à vous, mon cher Marcel. On se dit à demain. À demain avec le même plaisir. Allez, mesdames, messieurs, vous savez, les U20 seront au pays dans quelques instants. Enfin, non, pas dans quelques heures, je vais dire, à 12 heures. Elles seront donc à Ila Kondi. Un accueil leur sera donc réservé à Ila Kondi.
Et puis à 14h, voilà, à 14h, donc tout est fin prêt. Il y aura le point de caravane, Carrefour Comé, Ouida, Carrefour Benin, Carrefour Paou, 17h, place Amazon. Et donc, on ira tous accueillir nos Amazones qui ramènent donc cette qualification pour le Bénin, qualification historique. Mesdames, Messieurs, stop et fin de ce numéro de votre émission. Le 162e, on se dit à demain.